Je m'appelle Étienne Vance. Depuis 45 ans, mes mains connaissent le langage du bois. J'ai été menuisier, ébéniste, un homme qui trouve son réconfort dans le grain du cèdre et l'odeur du pain fraîchement coupé. Aujourd'hui, à l'automne de ma vie, mon atelier est mon sanctuaire, un petit bâtiment à colombage au fond de notre propriété où flotte en permanence la douce odeur poussiéreuse de la sûre. Ma femme, Claire, trouve sa paix dans la terre. Notre maison, dans le village tranquille de Bellefontaine, est nichée au cœur de ses jardins, une explosion de couleurs et de vie qu'elle a cultivée avec la même douce patience qu'elle m'a accordée toutes ces années. Nous avons construit cette maison ensemble, pas seulement avec du bois et des clous, mais avec des rêves partagés et de silencieux compromis. J'ai posé le plancher pendant qu'elle plantait le jeune arbre qui est aujourd'hui le grand tilleul ombrageant la fenêtre de notre chambre. C'est plus qu'une structure, c'est le témoignage vivant de notre amour, un lieu où chaque seuil usé et chaque PAN de papier peint délavé par le soleil renferme un souvenir. Notre vie est simple, mesurée non pas en acquisition mais au rythme des saisons, à la satisfaction du travail d'une journée et au silence confortable que nous pouvons partager autour d'une tasse de thé sur la terrasse. Ce fut un mardi de début mai que le rythme de notre vie fut perturbé. L'air était doux, emportant le parfum des lilas en fleurs de clair. Je revenais de la scierie locale, ma vieille camionnette cahotant joyeusement sur notre chemin, quand je l'ai vue. Garée juste devant, rutilante sous l'ombre douce du tilleul, se trouvait une berline argentée si illustrée qu'elle semblait se moquer de la simplicité rustique de notre voisinage. À côté, il y avait la voiture familière et raisonnable de notre fils unique, Léo. Un nœud d'inquiétude se serra dans ma poitrine. Léo nous rendait rarement visite sans appeler, et jamais avec des invités dont les véhicules semblaient tout droit sortis d'une salle d'exposition. J'ai garé ma camionnette et me suis dirigé vers la maison, le crissement du gravier sous mes bottes sonnant anormalement fort. Je n'ai pas vu Claire sur la terrasse, son lieu d'accueil habituel. Au lieu de cela, je l'ai trouvée dans la roseraie, le dos tourné vers moi. Elle se tenait parfaitement immobile, ses mains, habituellement si occupées à soigner ses fleurs, pendantes mollement à ses côtés, maculées de terre sombre. Elle ne taillait pas, ne désherbait pas. Elle était juste là, une statue de chagrin au milieu des fleurs éclatantes. « Claire » ai-je dit doucement, ma voix à peine un murmure. Elle sursauta, se tournant vers moi avec un regard d'une si profonde lassitude qu'il me frappa en plein cœur. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'été, étaient assombris par une douleur que je ne comprenais pas. « Étienne » souffla-t-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je ne t'avais pas entendu arriver. Qu'y a-t-il, mon amour? Qui est là? J'ai pris sa main. Elle était froide, malgré la chaleur de l'après-midi. Elle jeta un coup d'œil vers la maison, d'où je pouvais maintenant entendre le faible murmure de voix, celle de Léo, et un ton masculin plus profond et plus assuré que je ne reconnaissais pas. « C'est Léo » dit-elle, la voix tendue. Il a amené Sophie. Et son père. Sophie était la femme de Léo depuis 2 ans, une femme dont les ambitions semblaient briller dans ses yeux. Son père était Marc Dubois, un promoteur immobilier de prestige qui transformait lentement mais sûrement le caractère tranquille de Bellefontaine en quelque chose de plus lisse et de plus rentable. Un frisson me parcourut. Ils sont arrivés il y a 1 heure, continua Claire, sa poigne se resserrant sur ma main. Ils ont apporté du champagne. Ils ont dit qu'ils avaient une proposition. Une merveilleuse opportunité pour nous tous. Le mot « opportunité » dans la bouche d'un homme comme Marc Dubois sonnait plus comme une menace. J'ai conduit Claire vers la maison, tous mes instincts en alerte. Nous sommes entrés pour les trouver dans notre salon, la pièce où nous lisions des histoires à un jeune Léo, la pièce qui avait abrité des décennies de soirées tranquilles. Marc se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau que j'avais sculpté dans une seule pièce de chêne. C'était un bel homme, impeccablement vêtu, avec un sourire tout enverni et sans chaleur. Sophie et Léo étaient sur le canapé, une liasse de papier glacé étalée sur la table basse entre eux. « Étienne. Te voilà » dit Léo en se levant d'un bond. Il avait l'air nerveux, ses yeux allant de moi à son beau-père. Nous étions juste en train de partager une nouvelle excitante avec maman. Marc me tourna son sourire éclatant. « Étienne. Un plaisir. Votre femme me disait quelle belle maison vous avez construite ici. » Son regard balaya la pièce, mais il ne voyait pas les souvenirs. Il évaluait la superficie et la valeur marchande. « De quoi s'agit-il, Léo » ai-je demandé, en gardant un ton égal. « C'est un plan incroyable, papa » dit Léo, sa voix débordant d'un enthousiasme répété. Marc s'est intéressé à ce secteur, et il y voit tellement de potentiel.
Il propose un projet commun. Marc s'avança, désignant les papiers sur la table. C'étaient des vues d'architecte d'un immeuble moderne à plusieurs logements, tout en verre et en angle vif, complètement étranger au paysage doux de notre propriété. Nous ne parlons pas seulement d'une maison, Étienne, dit-il doucement. Nous parlons de sécuriser votre avenir. Et celui de Léo. En réaménageant ce terrain, nous pouvons créer un revenu passif pour toi et Claire pour le reste de votre vie. Plus de soucis. Et, bien sûr, une belle nouvelle maison pour vous au sein du projet. J'ai regardé les dessins, puis mon fils. Ses yeux brillaient du reflet de cet avenir promis, un avenir qui ne ressemblait en rien à la vie que Claire et moi avions si soigneusement construite. Et qu'est-ce que cette entreprise exigerait de nous? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Juste une simple signature, dit Marc en prenant un stylo comme si c'était un sceptre. Nous avons préparé quelques documents initiaux pour transférer la propriété dans une fiducie familiale que mon entreprise pourra gérer. C'est juste une formalité pour lancer les demandes de permis de construire. J'ai regardé Claire. J'ai vu la pression qu'elle avait subie, son esprit doux usé par leur persuasion implacable et souriante. Ils n'étaient pas venus pour une simple visite, ils étaient venus pour conquérir. Une colère profonde et froide s'installa dans mes os, pas une bouffée de chaleur, mais un poids lourd et solide. Non, ai-je dit. Le mot était calme, mais il a rempli la pièce, faisant taire le ton empressé. Le visage de Léo se décomposa. Papa, tu n'as même pas entendu les détails. J'en ai assez entendu, ai-je dit, tournant mon regard vers Marc. Notre avenir est déjà assuré, monsieur Dubois. Il est ici même. Dans ces murs. Dans ce jardin. Il n'est pas à vendre, et il n'est pas à réaménager. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte en grand. Le parfum des lilas a inondé la pièce. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Pendant un instant, personne ne bougea. Le sourire de Marc finit par faiblir, remplacé par une lueur d'agacement. Il échangea un regard avec Sophie, qui posa une main sur le bras de Léo. Je pense que vous faites une erreur, Étienne, dit Marc, sa voix perdant son tranchant soyeux. C'est une offre généreuse. Ce n'est pas une offre. C'est un effacement, ai-je répondu. Et nous ne sommes pas intéressés. Léo. Raccompagne tes invités. Mon fils, pris entre deux mondes, me regarda avec une expression de pure angoisse avant de se lever lentement et de faire ce que je demandais. Lorsque le bruit de la berline argentée s'estompa enfin dans l'allée, Claire s'affaissa contre moi, un long soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. La maison était de nouveau silencieuse, mais la paix avait été brisée. Une ombre était tombée sur notre sanctuaire, et je savais, avec la certitude d'un menuisier, que les fondations de notre vie étaient mises à l'épreuve. Cette nuit-là, le sommeil fut un étranger. Chaque craquement de la vieille maison sonnait comme une intrusion. Je suis resté éveillé, la respiration régulière de Claire un maigre réconfort dans l'obscurité, et j'ai pensé au regard dans les yeux de Léo. Ce n'était pas de la cupidité que j'avais vue, pas entièrement. C'était une fin désespérée d'appartenir au monde de Sophie, un monde de richesse sans effort et de surface brillante, un monde si différent de celui dans lequel il avait été élevé, où la valeur se mesurait en callosité et en patience. À l'aube, une calme résolution s'était installée en moi. C'était ma maison, ma famille, et je la protégerais. Je me suis glissé hors du lit et je suis allé à mon atelier. L'odeur familière du cèdre et de l'huile a apaisé mes nerfs à vif. Je n'étais pas un homme de bataille juridique ou de confrontation, mais j'étais un homme qui comprenait la structure, qui savait qu'une maison solide avait besoin de fondations solides. Il était temps de renforcer les nôtres. Après un simple petit déjeuner, j'ai exposé mon plan à Claire. Je vais voir Amélie, ai-je dit. Amélie était l'ancienne secrétaire de mairie à la retraite, une femme à l'esprit aussi vif qu'une aiguille et à la mémoire qui contenait toute l'histoire de la ville, officielle et officieuse. Si quelqu'un connaissait les agissements de Marc Dubois, ce serait elle. La petite maison d'Amélie était le témoignage d'une vie bien ordonnée, remplie de livres et de piles de papier bien rangés. Elle écouta attentivement mon récit des événements de la veille, ses yeux perçants ne manquant rien. Marc Dubois, dit-elle, les lèvres pincées. Il est charmant, n'est-ce pas? Comme un renard dans un poulailler. Il trouve de vieilles familles, des gens sur de grandes parcelles de terrain, et il les convainc qu'ils sont assis sur une mine d'or qu'il peut les aider à creuser. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il garde la plupart de l'or, et qu'il se retrouve avec le trop. Elle soupira.
Vous avez bien fait, Étienne. Mais ne pensez pas un seul instant que c'est terminé. Les hommes comme ça n'abandonnent pas. Vous avez besoin de plus qu'un nom ferme. Vous avez besoin d'une forteresse juridique. Elle griffonna un nom et un numéro sur un bloc-notes. Maître Anya Sharma. C'est une jeune avocate, mais elle est brillante. Elle a aidé la famille Miller lorsque leur neveu a tenté quelque chose de similaire. Elle comprend qu'une maison est plus qu'un actif sur un bilan. J'ai quitté Amélie en me sentant à la fois plus inquiet et mieux préparé. Plus tard dans la matinée, Claire et moi étions assis dans le bureau soigné et ensoleillé de Maître Sharma. C'était une femme dont le calme cachait une intelligence rapide et redoutable. Nous avons expliqué la situation, et elle a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Ils ont mentionné une fiducie familiale et vous ont demandé de signer quelque chose pour lancer les demandes de permis de construire ? Demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Ce document était probablement un transfert de propriété ou une procuration irrévocable. Vous avez été sage de refuser. Elle a ensuite posé une question qui m'a glacé le sang. Léo vous a-t-il déjà demandé de signer d'autres documents juridiques ou financiers par le passé ? Quoi que ce soit. Claire et moi avons échangé un regard. Il y a environ 1 an, dit Claire avec hésitation, il consolidait ses anciens prêts étudiants. Nous nous étions portés garants il y a des années. Il a apporté un formulaire à signer, pour me libérer en tant que garante, a-t-il dit. Ça avait l'air officiel. L'expression d'Anya était sombre. Ne tirons pas de conclusions hâtives, mais j'aimerais enquêter là-dessus. Avec votre permission, je peux faire quelques recherches auprès du service de la publicité foncière. Pendant les 2 heures suivantes, Anya a esquissé une stratégie. Elle a parlé de créer une véritable fiducie familiale protectrice, qui protégerait la propriété de toute réclamation extérieure et garantirait que Claire et moi pourrions y vivre pour le reste de nos jours, avec des instructions claires sur ce qui se passerait après. Elle a également suggéré de rédiger de nouveaux testaments et, surtout, une révocation formelle de toute procuration qui pourrait exister. Nous avons quitté son bureau avec un dossier de paperasse et un lourd pressentiment. L'appel est arrivé en fin d'après-midi. J'ai répondu, mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Claire puisse entendre. Étienne, c'est Anya, dit-elle, sa voix sans préambule. J'ai une réponse. Il y a une procuration générale enregistrée, déposée il y a 10 mois. Elle accorde à Léo la pleine autorité sur toutes vos affaires financières et immobilières. Elle a été signée par Claire. J'ai regardé ma femme. La couleur quitta son visage. Mais c'était un formulaire de la banque, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pour le prêt étudiant. Il vous a trompé, Claire, dit Anya doucement, mais avec un ton d'acier. Il a menti. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons arranger ça. Nous pouvons la révoquer immédiatement. La forteresse dont parlait Amélie ? Il est temps de construire les murs. Ce soir-là, un nouveau calme s'est installé dans notre maison. Ce n'était pas le silence confortable d'une paix partagée, mais le lourd silence de la trahison. Le fils que nous avions élevé, le garçon dont j'avais marqué la taille année après année sur le cadre de la porte de la cuisine, avait utilisé la confiance de sa mère comme une clé pour tenter de voler notre maison. Le combat n'était plus seulement contre Marc Dubois. C'était avec une partie de nos propres cœurs. Une semaine plus tard, armés des documents juridiques qu'Anya avait préparés, nous avons ressenti un fragile sentiment de sécurité revenir. La propriété était maintenant dans une fiducie à toute épreuve. La procuration trompeuse avait été révoquée. Nous avions construit nos murs juridiques. Nous espérions qu'ils seraient assez solides. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Le samedi suivant, la voiture de Léo s'est de nouveau garée dans l'allée. Cette fois, il était avec Marc. Je les ai vus de la fenêtre de mon atelier et je les ai rejoints sur la terrasse. Claire est restée à l'intérieur, visible mais distante, une déclaration silencieuse de sa confiance brisée. « Papa, on peut parler ?» commença Léo, en évitant mes yeux. Marc, toujours en représentation, déroula une série de magnifiques plans d'architecte sur la balustrade de la terrasse. « Étienne, je pense qu'il y a eu un malentendu, dit-il, son sourire de retour. Nous voulons que vous soyez un partenaire à part entière dans ce projet. Regardez le design. Nous avons incorporé un appartement-jardin privé pour vous et Claire, dernier cri. Il n'y a eu aucun malentendu, Marc, ai-je dit calmement. Je me suis souvenu des conseils d'Anya.
J'ai mis la main dans ma poche et j'ai discrètement activé l'application d'enregistrement de mon téléphone. Nous ne sommes pas intéressés. Le sourire de Marc se crispa. Étienne, soyons francs. Une propriété comme celle-ci nécessite de l'entretien. Les impôts fonciers augmentent à Bellefontaine. Vous ne rajeunissez pas. Que se passera-t-il lorsque vous ne pourrez plus la gérer? Ce plan sécurise votre avenir. Notre avenir nous appartient, ai-je dit, la voix ferme. Et nous avons pris des mesures légales pour nous assurer qu'il le reste. Cette maison est dans une fiducie. Toutes les procurations antérieures ont été révoquées. Il n'y a rien ici pour vous. Le changement dans le comportement de Marc fut radical. Le masque de civilité tomba, révélant le prédateur froid qui se cachait en dessous. Léo semblait abasourdi, son regard passant de son beau-père à moi, une horreur naissante sur son visage. Vous avez parlé à un avocat, ricana Marc. Une dépense stupide. Vous êtes sentimental, et ça va vous coûter cher. Vous êtes vieux tous les deux. Un juge des tutelles pourrait estimer que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions financières saines pour vous-même. C'est une triste réalité, mais parfois les enfants doivent intervenir pour le bien de la famille. La menace plana dans l'air, glaçante et claire. Il n'essayait pas seulement de prendre notre maison, il menaçait de nous prendre notre dignité, notre autonomie même. Merci pour votre sollicitude, ai-je dit, ma main se resserrant sur le téléphone dans ma poche. Mais cette conversation est terminée. Veuillez quitter notre propriété. Alors qu'il s'éloignait en voiture, Léo se retourna, son visage un portrait de conflit et de honte. Il avait choisi son camp, et je craignais que le chemin qu'il empruntait ne le mène à un endroit bien plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer. La bataille avait escaladé. Il n'essayait plus de nous persuader, il se préparait pour un siège. Les jours qui suivirent furent empreints d'une sourde angoisse. Chaque voiture inconnue qui ralentissait dans notre allée faisait bondir nos cœurs. Claire, autrefois si ouverte et confiante, devint méfiante. Mais l'épreuve forgeait aussi quelque chose de nouveau en elle. Une force tranquille remontait à la surface, la résilience d'une plante vivace qui endure l'hiver le plus rude. Nous avons installé une petite caméra de sécurité à la porte d'entrée, une concession à un monde dans lequel nous n'avions plus entièrement confiance. Cela semblait être une violation de notre existence paisible, mais une violation nécessaire. Le coup suivant est arrivé un jeudi matin. J'étais dans mon atelier lorsque mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement de la caméra. J'ai regardé le flux en direct et j'ai vu la voiture de Sophie s'arrêter. Elle n'était pas seule. Elle est sortie avec deux autres personnes, un homme et une femme, tous deux vêtus de tenues sobres et professionnelles. J'ai immédiatement appelé Claire. Sophie est là avec deux étrangers. N'ouvre pas la porte. J'arrive. Alors que je me dépêchais vers la maison, j'ai vu Sophie et ses compagnons s'approcher de la terrasse. Ils n'étaient pas là pour une visite de courtoisie. La femme portait un porte-bloc, l'homme avait un sourire aimable et étudié qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis arrivé par la porte de derrière juste au moment où la sonnette retentissait. À travers le judas, j'ai observé la scène. Sophie frappa de nouveau, une expression de préoccupation jouait sur son visage. « Maman ? Claire ? C'est Sophie, appela-t-elle. Nous sommes juste là pour prendre de vos nouvelles. Léo est si inquiet. Nous avons amené le docteur Évrard et Madame Albrecht, une coordinatrice de soins, juste pour discuter un peu. Leur stratégie était écœurante de clarté. Ils fabriquaient une crise, créant un dossier de préoccupation pour étayer la menace de Marc selon laquelle nous étions incapables de gérer nos propres affaires. Claire se tenait à côté de moi, le visage pâle mais la mâchoire serrée de détermination. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de Maître Sharma. Ne les laissez pas entrer, la voix d'Anya est parvenue clairement par le haut-parleur. N'engagez pas la conversation. J'appelle la gendarmerie pour qu'ils envoient un agent pour une visite de contrôle sur eux. J'arrive. Dehors, l'homme, le docteur Évrard, parlait maintenant. Claire, nous savons que vous êtes là. Il est important que nous vous voyions. Votre fils essaie juste de s'assurer que vous avez le soutien dont vous avez besoin. Refuser de nous voir pourrait être interprété comme un signe que vous ne faites pas face. C'était un piège. Si nous ouvrions la porte, il tordrait nos paroles. Si nous ne le faisions pas, il prétendrait que nous étions paranoïaques et reclus. Le poison de leur stratégie résidait dans sa logique insidieuse. Je n'en pouvais plus. J'ai pris une profonde inspiration,
j'ai ouvert la porte et je suis sorti sur la terrasse, me positionnant entre eux et notre maison. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte derrière moi, une présence silencieuse et inébranlable. « Bonjour, Sophie », ai-je dit, ma voix résonnant d'un calme que je ne ressentais pas, vous semblez vous être trompée d'adresse. Nous n'avons pas demandé de consultation. L'assurance de Sophie vacilla. Étienne. Nous sommes juste inquiets. Vous êtes sur une propriété privée, ai-je déclaré sans embâche. Je vous demande, ainsi qu'à vos associés, de partir maintenant. Monsieur Vance, commença la femme, Madame Albrecht, en consultant son porte-bloc. Nos dossiers indiquent un schéma de retrait social et un potentiel déclin cognitif. Elle fut interrompue par le bruit d'une voiture qui se garait dans notre allée. C'était un véhicule de la gendarmerie. Un gendarme en uniforme, un jeune homme au visage sérieux, en est sorti et s'est dirigé vers nous. Quelques instants plus tard, la voiture de Maître Charma est arrivée. La dynamique sur la terrasse a changé instantanément. Les masques professionnels du docteur Évrard et de Madame Albrecht ont glissé, remplacés par des expressions d'alarme. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda le gendarme, son regard balayant le groupe. « Oui, monsieur l'agent », dit Anya, s'avançant sur la terrasse avec une mallette à la main. « Mes clients, monsieur et madame Vance, sont harcelés par ces individus qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas dans une tentative de les intimider. » Elle se tourna vers le prétendu médecin. « Docteur Évrard, c'est bien ça ? Pourriez-vous me fournir votre numéro de licence médicale et votre affiliation professionnelle, s'il vous plaît ?» L'homme blêmit. Il bafouilla, incapable de fournir une réponse. La façade s'effondra complètement. Le gendarme, comprenant maintenant la situation, prit les choses en main. Il releva leur nom et, réalisant qu'ils n'avaient aucune qualité officielle, il leur a fermement fait savoir qu'ils devaient quitter la propriété immédiatement et cesser tout contact avec ma femme et moi, sous peine de poursuites judiciaires. Vaincu et démasqué, le trio se retira vers sa voiture, Sophie nous lançant un regard de pur venin avant de s'éloigner en voiture. Alors que leur voiture disparaissait, un silence profond s'installa, seulement rompu par le pépiment des oiseaux dans le tilleul. Claire est sortie sur la terrasse et m'a pris la main. Nous avions tenu bon. Nous avions défendu notre maison. Mais la victoire avait un goût amer, entaché par la blessure profonde et douloureuse de la trahison de notre fils. Le siège était terminé pour le moment, mais je savais que la guerre pour notre tranquillité d'esprit était loin d'être gagnée. Suite à la confrontation, une sombre réalité s'est imposée. Anya a confirmé que les deux personnes avec Sophie n'étaient pas un médecin et une coordinatrice de soins, mais des détectives privés connus pour travailler avec des avocats peu scrupuleux dans des affaires d'héritage contestées. Ils avaient été engagés par Marc pour monter un dossier frauduleux contre nous. La gendarmerie a enregistré une main courante pour harcèlement, mais le dommage le plus profond n'était pas juridique, il était émotionnel. Ce soir-là, Léo a appelé. Sa voix était tendue, un mince fil de désespoir. « Papa, j'ai entendu ce qui s'est passé. Sophie. Elle a dépassé les bornes. Ça ne devait pas se passer comme ça. » « Comment ça devait se passer, Léo ?» ai-je demandé, ma voix fatiguée et lourde. Une douce glissade vers l'incompétence ? Une évaluation amicale qui nous prive de nos droits. Non. Marc a dit que c'était le seul moyen, que vous étiez têtu et que vous ne voyiez pas ce qui était le mieux pour tout le monde. Il a dit que c'était la procédure standard. Il n'y a rien de standard à essayer de faire déclarer ses parents mentalement inaptes pour voler leur maison, ai-je dit. Les mots restèrent suspendus entre nous, crus et impardonnables. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante, le son d'un homme se noyant dans les conséquences de ses propres choix. « Il me tient, papa », murmura Léo, sa voix se brisant. « Je lui dois de l'argent. Beaucoup. Il s'est porté garant pour un prêt professionnel que j'ai contracté et qui a échoué. Il a dit que c'était comme ça que je pouvais le rembourser. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il me ruinerait. » La confession, quand elle est venue, n'a pas été une bombe mais un triste et pathétique pétard mouillé. Ce n'était pas un grand projet de pouvoir, c'était la faible capitulation d'un homme désespéré. Ma colère a fait place à une profonde et lasse tristesse. « Alors tu as choisi ces menaces plutôt que ta famille », ai-je dit. Ce n'était pas une question. J'ai mis fin à l'appel, le cœur un vide douloureux. Claire et moi sommes restés assis à notre table de cuisine tard dans la nuit, à parler. Nous avons parlé de Léo enfant, de son bon cœur, de son désir de plaire,
une qualité qui s'était quelque part transformée en une faiblesse que d'autres pouvaient exploiter. Nous n'avons pas parlé de vengeance. Nous avons parlé de limites, de respect de soi, de l'amour difficile et douloureux qui signifie parfois laisser partir. Nous avons pris une décision. Nous ne serions pas des victimes. Nous ne laisserions pas leurs actions définir le reste de nos vies. Le lendemain, nous avons rencontré Anya. Nous voulons porter plainte contre Marc Dubois, ai-je dit. Pour harcèlement, pour complot en vue d'une escroquerie. Pour tout ce que vous pourrez trouver. Et Léo, demanda doucement Anya. Claire répondit, sa voix claire et forte. Léo doit choisir. Il peut continuer à être le pion de Marc, ou il peut assumer la responsabilité de ses actes. S'il veut à nouveau faire partie de nos vies, il devra témoigner. Il devra dire la vérité sur tout ce que Marc lui a fait faire. C'était un ultimatum né non pas de la colère, mais d'un profond besoin de vérité et de responsabilité. Anya a transmis le message. Pendant 2 jours, nous n'avons eu aucune nouvelle. Puis, le 3e jour, Léo est apparu à notre porte, seul. Il semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ses vêtements coûteux étaient froissés, son visage marqué par la honte. Il n'a pas essayé d'entrer. Il s'est tenu sur le seuil, les feuilles du tilleul projetant des ombres changeantes sur son visage. « Je le ferai, dit-il, la voix rauque. Je témoignerai. Je leur dirai tout. » Il me regarda enfin, les yeux remplis de larmes. « Je suis tellement désolé. Pour tout. » J'ai simplement hoché la tête. Le chemin du retour était long, et je savais qu'une simple excuse n'était que le premier pas. La bataille juridique contre Marc Dubois fut discrète mais brutale. Avec le témoignage de Léo comme pierre angulaire de l'affaire, un tableau accablant s'est dessiné, celui d'un prédateur qui a manipulé son propre gendre pour escroquer ses parents. Face à des preuves accablantes, Marc a conclu un accord à l'amiable. L'accord comprenait des pénalités financières importantes et une ordonnance restrictive juridiquement contraignante, l'empêchant, lui, Sophie ou l'un de leurs associés, de nous contacter à nouveau. Le mariage de Léo et Sophie s'est dissous sous la pression. Il a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et a trouvé un modeste emploi à la bibliothèque municipale. Il repartait de zéro, vraiment, pour la première fois de sa vie d'adulte. Les mois se sont transformés en une année. Le rythme de notre vie est lentement revenu. J'ai retrouvé la paix dans mon atelier, et les jardins de Claire ont prospéré. La caméra de sécurité est restée, un rappel silencieux de notre épreuve, mais sa présence ne semblait plus être une violation. Elle ressemblait à une cicatrice, guérie mais jamais oubliée. Léo a commencé à nous rendre visite. Au début, c'était juste pour quelques minutes, debout maladroitement dans l'allée. Puis, il a commencé à aider Claire dans le jardin. Il ne parlait pas beaucoup, mais il travaillait dur, ses mains apprenant le contact de la terre, arrachant les mauvaises herbes, le dos courbé sur la tâche. Il apprenait le langage de la patience, de la culture de quelque chose à partir de rien. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas d'étreinte en larmes. Le pardon, nous l'avons appris, n'est pas un événement unique mais un processus silencieux et continu, comme le travail de la terre. La confiance qui avait été brisée ne pouvait pas être réparée instantanément. Elle se reconstruisait, lentement, timidement, à chaque visite respectueuse, à chaque journée de travail honnête qu'il accomplissait. Un soir d'automne frais, Claire et moi étions assis sur la terrasse, enveloppés dans de vieilles couvertures, à regarder le soleil se coucher derrière les collines. Le ciel était zébré d'orange et de violet, et l'air sentait la fumée de bois et la terre humide. Léo venait de partir après avoir passé l'après-midi à m'aider à réparer la clôture du jardin. Il change, dit doucement Claire, sa tête reposant sur mon épaule. Je sais, ai-je répondu, en prenant sa main. Elle était chaude dans la mienne. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, à regarder la dernière lumière s'estomper. L'épreuve nous avait pris quelque chose, une certaine innocence, une croyance en le sanctuaire inviolable de la famille. Mais elle nous avait aussi donné quelque chose. Elle nous avait montré la profondeur de notre propre force, la résilience de notre amour et la paix profonde qui vient de la défense de ce qui est vrai et bon. J'ai regardé notre maison, baignée dans la douce lumière du crépuscule, les fenêtres éclairées de mon atelier, les formes sombres et endormies des jardins de Claire. Nous avions construit plus qu'une maison. Nous avions construit une vie. Et nous avions appris que les murs les plus solides ne sont pas faits de bois ou de pierre, mais de dignité, de respect et d'un amour qui sait quand s'accrocher, et quand exiger des comptes.
Notre véritable héritage n'était pas cette parcelle de terre, mais la sagesse tranquille gravée dans nos cœurs. Et ça, c'était quelque chose que personne ne pourrait jamais nous enlever.